Imaginez un ange aux yeux noirs, sublime et sauvage, qui envoûte les plus grands photographes du monde, puis disparaît, seul, dans une chambre d'hôpital sordide à seulement 26 ans. Well as feeling personal feelings towards her. She was just a tremendous. Jia Karanji n'a pas été une simple top modèle. Elle a été un cri de rage, de douleur, de liberté. Une comète incandescente dans la traînée de feu a marqué à jamais les coulisses de la mode. À la fin des années 70, alors que les podiums étaient encore réservés aux beautés sages et contrôlées, elle débarque comme une tornade. Avec ses jeans troués, ses manières de garçon manqué et son regard qui défie tout ce qui bouge. Jia ne posait pas, elle habitait la caméra. Elle ne défilait pas, elle électrisait l'espace. Mais cette lumière brute portait aussi les stigmates de l'abandon, de la drogue, de l'amour mal reçu. Derrière chaque couverture de Vogue, chaque shooting de rêve, il y avait une faille béante. Et quand l'industrie a eu fini de l'exploiter, elle l'a rejetée, comme un jouet cassé. Ce n'est pas une histoire de mode, c'est une histoire de chute. Une histoire qu'on préfère oublier parce qu'elle nous renvoie à nos propres lâchetés. Mais aujourd'hui, nous allons la raconter, en entier. Jaya Marie Karanji est née un matin d'hiver, le 29 janvier 1960, à Philadelphie. Une ville froide, grise, où les rêves s'écrasent contre les murs de briques. Elle est la benjamine d'une fratrie dysfonctionnelle, élevée dans un foyer qui vacillait entre le chaos et le silence. Son père, Joseph, tenait un petit restaurant. Sa mère, Kathleen, était une femme instable, aussi belle qu'insaisissable, mais surtout incapable d'aimer autrement qu'avec fracas. À la maison, rien n'était stable. Les cris remplaçaient les étreintes, l'amour se quémandait, se méritait, se refusait. Quand Kathleen décide de partir sans prévenir, laissant Jaya à 10 ans seule avec ses frères et son père, un vide immense s'installe. Un vide que la jeune fille tentera de combler toute sa vie, dans les drogues, dans les bras de femmes inaccessibles, dans le regard des autres. Très tôt, Jaya se distingue, pas par ses notes ou sa discipline, mais par son allure. Cheveux noirs en bataille, gestes brusques, elle refuse de porter des robes, préfère les jeans élimés et les blousons en cuir. À l'école, on la surnomme la punkette, la sauvageonne. Elle s'en moque, se rejet la forge. Elle apprend à exister en dehors des normes, à faire du bruit quand personne ne veut l'entendre. Mais derrière cette façade rebelle se cache une enfant en manque de tendresse. Elle écoute David Bowie en boucle, découpe ses photos dans les magazines, rêve d'un monde où la différence est célébrée, pas punie. C'est aussi à cette période qu'elle commence à ressentir une attirance pour les filles, une vérité qu'elle garde enfouie, trop dangereuse dans l'Amérique des années 70. Pourtant, ce désir pur sera l'un des seuls qu'elle ne trahira jamais. Adolescente, Jaya traîne dans les baroques de Philadelphie, fume des joints avec les marginaux, se lie d'amitié avec ceux qui, comme elle, vivent en périphérie du monde. C'est là, dans cette jungle urbaine de néons et de guitares saturées, qu'elle apprend à survivre, pas à vivre, à survivre. Elle ne le sait pas encore, mais cette rage sourde, cette beauté brute, ce regard qui dit « approche mais ne touche pas » vont bientôt attirer l'attention de ceux qui dictent les tendances. Mais pour l'instant, Jaya est juste une fille perdue, blessée, indomptable, une étincelle dans une ruelle sombre. C'est dans une salle enfumée d'un bar underground de Philadelphie, quelque part entre deux morceaux de punk criard, que le destin frappe à la porte de Jia. Elle a 16 ans. Elle ne sourit pas. Elle fume. Le regard absent, les traits durs. Et pourtant, on ne voit qu'elle. Elle ne fait rien pour attirer l'attention. Elle est l'attention. C'est Sandy Linter, maquilleuse new-yorkaise montante, qui remarque d'abord son magnétisme. Mais ce n'est pas elle qui ouvre la première porte. C'est une amie de la famille, fascinée par la beauté brute et animale de Jia, qui lui propose de faire des phototests avec un photographe local. Elle hésite. Elle n'a jamais posé. Elle ne se sent pas belle. Trop garçon manqué, trop différente, trop elle. Mais elle accepte. Par curiosité, par ennui, par besoin de se prouver quelque chose. Les premiers clichés sont électriques. Jia ne connaît rien aux poses, aux angles, aux regards. Mais elle n'a pas besoin d'apprendre. Elle vit l'objectif, elle le transperce. Son corps parle une langue que l'appareil comprend sans traduction. Le photographe envoie ses clichés à une agence new-yorkaise, Wilhelmina Models. Et en moins d'un mois, Jia est convoquée à Manhattan. Elle débarque dans l'agence comme un ovni. Toutes les autres filles sont apprêtées, disciplinées, polies.
Jia porte une veste d'homme, une paire de bottes usées et un regard qui dit « Je vous emmerde ». Mais Wilhelmina Cooper, ancienne mannequin devenue agente, est immédiatement conquise. Elle ne voit pas une rebelle, elle voit une révolution. Le contrat est signé presque instantanément, mais tout ne se passe pas sans heurts. Son père désapprouve. Il la trouve trop jeune, trop vulnérable. Il craint New York, ses excès, sa vitesse. Mais Jia est déjà ailleurs. Dans sa tête, elle a quitté Philadelphie depuis longtemps. La perspective de poser, de voyager, d'exister enfin dans les yeux des autres l'aspire comme une drogue douce. Ses premiers castings sont un mélange d'inconfort et d'instinct. Elle ne comprend pas les codes du milieu, elle se fiche des conventions. Lorsqu'on lui demande de sourire, elle fronce les sourcils. Lorsqu'on lui demande de poser, elle bouge à contretemps. Et pourtant, les photographes sont captivés. Ils n'ont jamais vu ça. Une fille qui ne joue pas à être belle, mais qui l'est malgré elle. Une fille qui ne séduit pas, mais qui provoque une obsession. Rapidement, elle se retrouve devant l'objectif de Chris Van Wangenheim, célèbre pour ses shootings provocateurs. Puis vient Francesco Scavulo, le maître du glamour américain. Tous veulent capturer Jia, tous sentent qu'elle n'est pas comme les autres. Wilhelmina elle-même confie à un journaliste « Jia n'est pas une fille que l'on façonne, elle est déjà une œuvre brute ». Mais derrière les flashs, Jia reste la même. Mal à l'aise dans les couloirs aseptisés des agences. Frustrée par la superficialité des conversations. Elle écrit des poèmes sombres, se perd dans les nuits new-yorkaises, fréquente des clubs lesbiens où elle se sent enfin vue pour ce qu'elle est. Son ascension est fulgurante, mais intérieurement, elle vacille déjà. C'est le paradoxe Jia, une étoile montante qui doute de sa propre lumière, une enfant blessée projetée dans un monde de projecteurs. Et personne à ce stade ne voit encore les failles qui commencent à se fissurer sous le vernis du succès. New York, 1979. Les néons de Times Square battent au rythme d'une décennie insouciante, hédoniste, vorace. Et au cœur de ce chaos brillant, une silhouette s'impose, un visage, une présence. Jia Karenji n'est plus une promesse, elle est devenue une obsession. En l'espace de quelques mois, son image envahit les kiosques. Elle apparaît en couverture de Vogue, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, comme si la mode tout entière s'était pliée à son énergie brute. Là où d'autres s'efforcent d'incarner une idée de perfection, Jia irradie quelque chose de plus dangereux, le vrai. Un vrai cru, indomptable, sexuel, presque dérangeant. Quand elle regarde l'objectif, ce n'est pas pour plaire, c'est pour dominer. Sur les plateaux, elle ne suit aucune consigne. Elle improvise, elle provoque, elle rit ou s'effondre sans prévenir. Les maquilleurs doivent parfois s'adapter à ses sautes d'humeur. Les stylistes la supplient de parter les vêtements comme il faut. Mais les résultats sont là, saisissants, inimitables. Francesco Scavulo, l'un de ses photographes fétiches, dira un jour « Avec Jia, on ne créait pas une image, on assistait à une tempête. » Elle défile rarement, les podiums la contiennent trop. Mais lorsqu'elle accepte une apparition, c'est un choc. Sa démarche n'est pas mesurée. Elle fend l'espace, mâchoire serrée, regard noir, corps souple comme un félin. Au défilé Calvin Klein de l'hiver 1980, elle fait une entrée si magnétique que même les rédacteurs de mode les plus blasés se figent. On ne commente pas sa tenue, on commente elle. Et pourtant, ce n'est pas seulement sa beauté qui fascine, c'est sa modernité. À une époque où les mannequins sont encore traités comme des cintres vivants, Jia impose une présence d'actrice. Elle incarne, elle ressent, elle irradie. Son style est androgyne, urbain, rebelle. Elle mélange jeans déchirés et tailleurs haute couture. Elle embrasse ses amantes sans se cacher. Elle ne joue pas selon les règles, elle les brûle. La presse la surnomme bientôt la première supermodèle, pas seulement pour ses couvertures ou ses contrats, mais parce qu'elle crée une nouvelle façon d'être mannequin. Elle ne représente pas une femme, elle les représente toutes. Brisée, fière, contradictoire, flamboyante, elle devient le miroir d'une époque en mutation où les codes du genre, de la beauté, du pouvoir commencent enfin à se fissurer. Mais derrière ce triomphe apparent, Jia Karenji commence à dériver. Les horaires, les pressions, les faux-semblants l'épuisent. Les tournages s'enchaînent, mais elle n'a plus le cœur à poser. Elle arrive en retard, elle disparaît sans prévenir. Elle sniffe dans les toilettes, boit à même les flacons de parfum. Ses yeux autrefois perçants deviennent voilés. Et pourtant, même dans la décadence, elle captive.
Car c'est là, dans cette frontière trouble entre la gloire et la chute, que Gia Carangi devient légendaire. Elle n'est pas une success story, elle est un mythe, une tragédie grecque à talons aiguilles. Dia n'a jamais été une poupée docile que l'on habille à volonté. Dès le départ, elle fait comprendre à l'industrie qu'elle ne sera jamais formatée. Dans un monde obsédé par la perfection, elle expose ses failles. Là où d'autres cachent leurs cicatrices derrière des sourires polis, Dia les exhibe avec une fierté presque provocatrice. Elle refuse de gommer son accent de Philadelphie. Elle n'adoucit pas ses gestes. Elle ne cherche pas à plaire aux agents, aux stylistes, aux rédacteurs. Lorsqu'un photographe ose lui dire comment tenir sa féminité, elle lui lance un regard noir et s'allume une cigarette. Elle n'est pas là pour rassurer, elle est là pour exister, intensément. Gia refuse les shootings qu'elle juge vides ou hypocrites. Lorsqu'on lui propose une campagne publicitaire pour une marque qui la veut plus féminine, elle répond simplement « Je ne suis pas votre fantasme ». Elle dit non aux conventions, aux compromis, aux contrats qui exigent qu'elle rentre dans une case. Son androgynie n'est pas une pose, c'est une affirmation. Elle brouille volontairement les lignes, mélange le cuir et la soie, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. Dans un shooting culte signé Scavullo, elle pose nue, le regard défiant, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour dire « Voici mon corps, mais vous ne le posséderez jamais ». Ce cliché fait scandale, mais il entre dans l'histoire. Elle est aussi l'une des rares mannequins de son époque à assumer ouvertement ses relations avec des femmes, dans les coulisses, dans les bars, parfois même sur les plateaux. Elle ne s'en cache pas, et si on lui reproche, elle réplique avec une désarmante sincérité « Je ne suis pas gaie, je suis juste amoureuse ». Son refus des normes va au-delà de la sexualité ou de la mode. Il touche à sa conception même de la liberté. Elle méprise les règles de bienséance, rejette les interviews truquées, quitte les castings quand l'ambiance l'insupporte. Elle n'a pas peur de perdre des contrats. Ce qui l'effraie, c'est de perdre son intégrité. Mais cette liberté a un prix. L'industrie commence à se lasser de ses caprices, de ses absences, de ses colères. Certains magazines la boycottent. Des agences refusent de la représenter. On murmure qu'elle est ingérable, incontrôlable, irrécupérable. Pourtant, même dans son isolement grandissant, Gia reste fidèle à elle-même. Elle refuse d'être domptée. Et c'est là que réside sa grandeur. Elle n'a jamais cherché à devenir une icône. Elle voulait juste qu'on la laisse tranquille, qu'on l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on attend d'elle. Mais dans un univers où chaque image est calculée, chaque mot pesé, Gia est une anomalie, une faille magnifique dans le système. Elle ne rentrera jamais dans le moule. Et c'est précisément pour cela qu'on se souvient d'elle. Non pas comme une simple mannequin, mais comme une femme qui, à une époque de conformisme étouffant, a osé dire non. Le bruit s'est éteint aussi vite qu'il avait surgi. Un jour, Gia est partout, sur les couvertures, dans les studios, dans les rêves de la mode. Et le lendemain, elle n'est plus qu'une rumeur, un murmure étouffé dans les coulisses d'une industrie qui n'a pas le temps de regarder derrière. Tout commence par des absences, des retards, des rendez-vous manqués, des cernes qui ne disparaissent plus même sous les pinceaux les plus habiles. On parle de fatigue, de pression. Mais ceux qui la connaissent savent que le mal est plus profond. Gia est entrée dans une danse lente avec l'héroïne. Au début, c'est une béquille, puis une prison. À chaque shooting, elle semble plus lointaine. Elle oublie ses lignes, elle tremble, elle se fige. Lors d'une séance pour Vogue, elle quitte le plateau en plein milieu, sans un mot. On tente de la joindre, elle ne répond plus. New York, si férocement vive, commence à lui tourner le dos. Les contrats s'amenuisent, les appels cessent, les regards autrefois admiratifs deviennent fuyants, gênés, accusateurs. Wilhelmina Cooper, son agente et protectrice, décède subitement. Ce choc brise le dernier fil qui la relie encore à une forme de stabilité. Gia plonge. Elle erre d'hôtel en squat, de club en salle de bain glauque, cherchant dans chaque seringue un fragment de silence. Elle tente pourtant de revenir, plusieurs fois. Elle se rend en cure de désintoxication. Elle réapparaît, amaigrie, fragile, les yeux pleins d'espoir. Mais l'industrie, elle, n'accorde pas de seconde chance aux filles cassées. Lorsqu'elle revient en 1982 pour une campagne de jeans, les commentaires sont plus elle, trop usée, trop éteinte. Le téléphone ne sonne plus. Gia retourne à Philadelphie, là où tout a commencé. Mais ce n'est plus la jeune rebelle qui fendait les rues en blouson de cuir. C'est une ombre. Une silhouette fantomatique qui se fond dans le décor.
Elle trouve refuge dans un centre de réhabilitation, tente d'écrire, de parler, de comprendre. Mais le monde continue de tourner, sans elle. C'est à l'hôpital Hahnemann que le couperet tombe. Le diagnostic est sans appel, sida. À une époque où la maladie est encore taboue, où elle rime avec honte et isolement, Dia devient l'un des premiers visages publics à succomber au virus. Mais l'Amérique ne veut pas voir cela. Une supermodèle malade du sida, c'est impensable. Alors on l'efface, on tait son nom, on gomme son histoire. Elle meurt le 18 novembre 1986, seule, sans flash, sans fleurs, sans couverture de magazine. Seule sa mère est présente, veillant sur elle dans un silence glaçant. Elle a 26 ans. 26 années de chaos, de feu, de beauté déchirante. Et pas une ligne dans la presse de mode, pas une note dans les défilés. Plusieurs années passeront avant que son nom ressurgisse. C'est un téléfilm, Gia, avec une Angelina Jolie incandescente, qui fera renaître sa mémoire. Mais à l'époque de sa mort, elle est déjà oubliée, comme si le monde entier avait décidé qu'elle n'avait jamais vraiment existé. Et pourtant, elle a été là. Elle a illuminé un monde qui ne savait pas quoi faire de tant de vérité. Elle a aimé sans masque. Elle a crié quand on exigeait le silence. Et elle a chuté comme elle a vécu, sans compromis, sans artifice, en pleine lumière. Jacques Arandji n'a jamais prononcé de discours, elle n'a jamais écrit de manifeste. Et pourtant, son existence tout entière fut une déclaration, une révolte, une douleur à ciel ouvert. Elle ne laisse pas derrière elle des mémoires ou des lignes de vêtements. Elle laisse autre chose, une brèche, une faille magnifique dans l'histoire de la mode. Elle a été, avant toutes les autres, la preuve vivante qu'on peut être belle sans être sage, aimée sans être conforme, visible même lorsqu'on est brisé. Pour beaucoup, elle reste une icône oubliée, une note de bas de page dans les archives d'une industrie qui l'a consommée puis jetée. Mais pour celles et ceux qui regardent au-delà des strass, elle est le miroir de toutes les âmes qu'on ne sait pas où ranger. Trop vraies, trop folles, trop fragiles. Gia a ouvert la voie aux mannequins qui, comme elle, refusent les étiquettes, aux visages que l'on disait trop masculins, trop exotiques, trop queer. Son héritage n'est pas dans les podiums, mais dans les marges, dans chaque campagne qui ose la différence, dans chaque corps qui refuse d'être domestiqué. Peut-être qu'on ne l'a jamais vraiment oublié, peut-être qu'on a juste cessé de se souvenir. Mais si Gia Arandji apparaissait aujourd'hui, là, maintenant, le monde serait-il prêt à l'aimer, pour de vrai ?